Je vais maintenant m'intéresser à l'exercice 4 du sujet Asie-juin 2019 pour les terminales ES. Donc, cet exercice commence par de la lecture graphique. Vous avez une courbe, on vous présente la fonction f qui est représentée par cette courbe C. On nous nomme une tangente T1 au point d'abscisse A. On nous précise que cette tangente est parallèle à l'axe des abscisses, ce qui veut dire que pour nous, elle est horizontale. Voilà, on nous donne des notations, f' pour la dérivée, etc. Question 1, c'est par lecture graphique uniquement. On nous demande de déterminer f' de 1. f' de 1, donc lorsque la courbe qui est tracée est celle de la fonction f, pour lire f' de 1, le nombre dérivé de f en 1, il s'agit du coefficient directeur de la tangente au point de la courbe représentative de f qui a pour abscisse 1, puisque c'est f' de 1. Ce point s'appelle le point A. Et la tangente, on m'en a parlé dans l'énoncé, on m'a dit qu'elle était horizontale puisque parallèle à l'axe des abscisses. Donc, le coefficient directeur d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est 0. Donc, le nombre dérivé en 1 vaut 0, puisque c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 qui est horizontale. La question petit b nous dit déterminer les éventuels points d'inflexion de C. Donc les éventuels, ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs, peut ne pas y en avoir, peut y en avoir qu'un. Voilà. Un point d'inflexion, graphiquement, ça se repère avec un point, une tangente tracée en ce point, et la tangente doit traverser la courbe en ce point. Donc ici, en B, la tangente tracée semble traverser la courbe en B, et c'est la tangente en B. Donc, comment ça se repère qu'on a traversé? C'est que d'un côté, on a la courbe qui est au-dessus de la tangente, et de l'autre côté, la courbe est désormais en dessous de la tangente. Ça pourrait être dans le cas contraire, ça pourrait être une courbe en dessous de la tangente, puis au-dessus de la tangente. On dit que la tangente a traversé la courbe en ce point. Donc ici, c'est ce qui se passe en B, puisque dans l'énoncé, on nous a dit que T2 traversait la courbe C en B. On a donc B, qui est un point d'inflexion pour C. Point d'inflexion pour C. Voilà pour la question petit b. Pour la question petit c, on me demande un encadrement par deux entiers consécutifs de cette intégrale. Alors, une intégrale, sur notre graphique, va être représentée par l'aire d'un domaine. On me demande un encadrement. Donc, encadrer un nombre en mathématiques, c'est donner un nombre plus petit, un nombre plus grand. Et on me dit que ces nombres doivent être des entiers, donc des entiers, pour nous, c'est des entiers naturels, et consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Par exemple, je pourrais dire que c'est entre 3 et 4, ou entre 7 et 8, ou entre 25 et 26. Donc, tout cela doit se faire graphiquement. J'observe donc mon graphique. Il va falloir que je commence par repérer la zone qui m'intéresse. On me parle de l'intégrale de 6 entre 6 et 8, c'est-à-dire que cette intégrale de f, c'est donc l'aire délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 6 et la droite d'équation x égale 8. Cela correspond donc à cette aire. Ici, bien entendu, j'en ai trop mis. Hop. Cette aire, pour l'analyser, on va essayer de la trouver du coup en unité d'aire. Une unité d'aire, c'est un carreau de 1 sur 1. Donc vous voyez qu'ici, c'est un carreau qui fait cette surface-là, puisque là, j'ai une unité de 1 et une unité de 1.
Du coup, ça c'est en quelque sorte mon carreau de carrelage et je dois carreler cette surface-là. Je veux savoir de combien de carreaux j'ai besoin. Une technique, c'est de d'abord compter les carreaux pleins. Donc, il y en a un ici, 2, 3 quasiment. On peut dire que celui-là, on va le compter en entier et on ne comptera pas la partie qui se situe ici, ça va compenser. Donc 1, 2, 3, 4 carreaux pleins et on n'aura pas assez pour en faire un cinquième. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'un nombre de carreaux entre 4 et 5. J'ai donc mon encadrement par 2 entiers consécutifs. Je peux donc écrire que l'intégrale de 6 à 8 de f de x dx est entre 4 et 5. J'ai mon encadrement avec des entiers qui sont consécutifs, qui se suivent. Dans la question 2a, on me donne l'expression de f. F de x vaut ln de x plus 1 sur x. Et f est défini sur 0,12. On me demande de vérifier que une expression de la dérivée, c'est x moins 1 sur x au carré. Je dois donc dériver cette fonction. Cette fonction va bien être dérivable sur 0,512 parce que c'est la somme d'une fonction ln qui est dérivable sur 0,512 et d'une fonction inverse qui est dérivable sur 0,512. Donc pour tout x appartenant à 0,512, je vais calculer ma dérivée, l'expression de ma dérivée, f' de x égale. Pour calculer une dérivée, je repère l'opération principale. Ici, c'est l'addition. Lorsque je dois dériver une somme, je dérive chaque terme séparément et je les somme à nouveau. Donc, la dérivée de ln de x. On connaît notre cours et on sait que c'est 1 sur x plus la dérivée de 1 sur x. On connaît également notre cours et on sait que c'est moins 1 sur x au carré puisque c'est la fonction inverse. Cela me donne donc 1 sur x moins 1 sur x au carré. Là, je ne sais plus forcément trop où aller, donc je regarde la réponse qu'on m'a demandé. On m'a demandé d'écrire la réponse sous la forme qui est ici, c'est-à-dire déjà c'est sous la forme d'un quotient, alors que moi, pour l'instant, je suis sur une soustraction. Donc je vais essayer de créer un quotient, et donc il me faudrait un dénominateur commun qui serait x au carré. Ici, j'ai bien le x au carré. Il faudrait l'avoir ici. Donc je vais mettre au même dénominateur x au carré. Il faut donc que je multiplie en bas par x pour obtenir x au carré. Mais du coup, je suis obligé de multiplier en haut également par x. Ce qui me donne x sur x fois x, donc x au carré, moins 1 sur x au carré. J'ai donc le même dénominateur. Je peux tout mettre sur un même trait de fraction, je me retrouve avec x moins 1 sur x au carré. Voilà l'expression qu'on me demandait de vérifier. Dans la question 2b, on me demande de déterminer, d'étudier le signe de f' de x sur 0,512, puis de dresser le tableau de variation de la fonction f. Lorsque je veux déterminer le signe d'une expression en fonction de x, que ce soit une dérivée ou pas, la méthode est la même, c'est j'observe tout d'abord l'opération principale. Si l'opération principale est une multiplication ou une division, je vais plutôt me diriger vers un tableau de signes où je mettrai tous les facteurs ligne par ligne afin de conclure. Ici, je vois que l'opération principale est la division. Je peux donc trouver le signe de x moins 1, trouver le signe de x au carré, et j'aurai le signe du quotient. Pour trouver le signe de x moins 1, je peux m'intéresser à l'inéquation x moins 1 plus grand que 0.
Donc le résultat du calcul x-1 sera plus grand que 0 si et seulement si x était plus grand que 1. Ce qui veut dire que moi, x peut aller de 0,5 à 12. Donc il va y avoir des x dans mon intervalle qui sont plus petits que 1 et d'autres plus grands que 1. Donc il va falloir que je fasse attention. En revanche, x au carré ici est un nombre strictement positif, puisque un carré est toujours positif, mais il peut éventuellement être égal à 0 si sous le carré se trouve 0. Or ici, bien entendu, et sinon on aurait eu déjà un problème avec la définition de notre fonction, on ne pouvait pas diviser par 0, et c'était le cas parce qu'effectivement 0 ne faisait pas partie de l'intervalle. Donc x au carré ici va être strictement positif. Je peux donc faire mon tableau de signes pour discuter du signe de la dérivée. Je me trouve sur 0,5, 12. J'ai le signe de x moins 1. J'ai le signe de x au carré. Une fois que j'ai le signe de x moins 1 et de x au carré, je peux en déduire le signe de f' de x. Et une fois que j'ai le signe de f' de x, je peux en déduire les variations de f. Le signe de x moins 1, j'ai résolu l'équation et j'ai trouvé que ce sera un signe plus, que x moins 1 était positif quand les x sont au-dessus de 1. Je peux donc placer 1 dans mon tableau, qui est bien entre 0,5 et 12. En 1, eh bien en 1, ça serait quoi le résultat? Si je remplace x par 1, ça fait 1 moins 1, ça donne 0. Si x est strictement plus grand que 1, c'est positif parce que x moins 1 est plus grand que 0, ce qui sous-entend que le reste du temps, c'est le contraire. X au carré, un carré est strictement positif ici sur 0,12 puisque x ne peut pas être égal à 0, c'est donc positif. Ici, je peux préciser, carré toujours positif, et x est différent de 0. Ici, f' de x, du coup, entre 0 et 1, le numérateur est négatif, le dénominateur est positif. J'ai donc un nombre négatif divisé par un nombre positif. J'obtiendrai donc un nombre négatif. En 1, x moins 1, le numérateur vaut 0. 0 divisé par un nombre positif, cela vaut 0. Et enfin, entre 1 et 12, lorsque x appartient à 1, 12, eh bien x moins 1 donne un résultat positif, x au carré aussi, donc le quotient des deux me donnera un résultat positif. Lorsqu'une dérivée est négative, cela veut dire que la fonction f est décroissante, et lorsque la dérivée est positive, cela veut dire que la fonction f est croissante. Alors ici, c'est mieux que ça, c'est strictement négatif, donc elle est strictement décroissante, et f' est strictement positive, donc la fonction f est strictement croissante. Dans la question 2b, on me demande de déterminer, d'étudier le signe de f' de x sur 0,512, puis de dresser le tableau de variation de la fonction f. Lorsque je veux déterminer le signe d'une expression en fonction de x, que ce soit une dérivée ou pas, la méthode est la même, c'est j'observe tout d'abord l'opération principale. Si l'opération principale est une multiplication ou une division, je vais plutôt me diriger vers un tableau de signes où je mettrai tous les facteurs ligne par ligne afin de conclure. Ici, je vois que l'opération principale est la division. Je peux donc trouver le signe de x moins 1, trouver le signe de x au carré, et j'aurai le signe du quotient. Pour trouver le signe de x moins 1, je peux m'intéresser à l'inéquation x moins 1 plus grand que 0.
Donc le résultat du calcul x-1 sera plus grand que 0 si et seulement si x était plus grand que 1. Ce qui veut dire que moi, x peut aller de 0,5 à 12. Donc il va y avoir des x dans mon intervalle qui sont plus petits que 1 et d'autres plus grands que 1. Donc il va falloir que je fasse attention. En revanche, x au carré ici est un nombre strictement positif, puisque un carré est toujours positif, mais il peut éventuellement être égal à 0 si sous le carré se trouve 0. Or ici, bien entendu, et sinon on aurait eu déjà un problème avec la définition de notre fonction, on ne pouvait pas diviser par 0, et c'était le cas parce qu'effectivement 0 ne faisait pas partie de l'intervalle. Donc x au carré ici va être strictement positif. Je peux donc faire mon tableau de signes pour discuter du signe de la dérivée. Je me trouve sur 0,5, 12. J'ai le signe de x moins 1. J'ai le signe de x au carré. Une fois que j'ai le signe de x moins 1 et de x au carré, je peux en déduire le signe de f' de x. Et une fois que j'ai le signe de f' de x, je peux en déduire les variations de f. Le signe de x moins 1, j'ai résolu l'équation et j'ai trouvé que ce sera un signe plus, que x moins 1 était positif quand les x sont au-dessus de 1. Je peux donc placer 1 dans mon tableau, qui est bien entre 0,5 et 12. En 1, eh bien en 1, ça serait quoi le résultat? Si je remplace x par 1, ça fait 1 moins 1, ça donne 0. Si x est strictement plus grand que 1, c'est positif parce que x moins 1 est plus grand que 0, ce qui sous-entend que le reste du temps, c'est le contraire. X au carré, un carré est strictement positif ici sur 0,12 puisque x ne peut pas être égal à 0, c'est donc positif. Ici, je peux préciser, carré toujours positif, et x est différent de 0. Ici, f' de x, du coup, entre 0 et 1, le numérateur est négatif, le dénominateur est positif. J'ai donc un nombre négatif divisé par un nombre positif. J'obtiendrai donc un nombre négatif. En 1, x moins 1, le numérateur vaut 0. 0 divisé par un nombre positif, cela vaut 0. Et enfin, entre 1 et 12, lorsque x appartient à 1, 12, eh bien x moins 1 donne un résultat positif, x au carré aussi, donc le quotient des deux me donnera un résultat positif. Lorsqu'une dérivée est négative, cela veut dire que la fonction f est décroissante, et lorsque la dérivée est positive, cela veut dire que la fonction f est croissante. Alors ici, c'est mieux que ça, c'est strictement négatif, donc elle est strictement décroissante, et f' est strictement positive, donc la fonction f est strictement croissante. Il me reste à calculer les valeurs ici dans mon tableau. Je dois donc calculer f de 0,5 pour savoir la valeur qui vient ici. F de 0,5 vaut, alors je fais attention, je ne me trompe pas, je reprends la fonction f, pas f'. F, c'était ln de x, donc pour nous ln de 0,5 plus 1 sur 0,5. L'énoncé me disait que je pouvais arrondir les valeurs numériques à 0,1. Je peux donc faire mes calculs. Ln de 0,5 divisé plus 1 sur 0,5. Cela me donne environ 1,3. Donc ici, je peux inscrire 1,3. Pour savoir ce qui va ici, je calcule f
de 1, ce qui me donne ln de 1 plus 1 sur 1. Je reprends f de x et je remplace les x par 1. ln de 1, je sais d'après mon cours que ça vaut 0. 1 sur 1, ça vaut 1, donc plus 1, ce qui me donne 1. f de 12. f de 12 vaut ln de 12 plus 1 sur 12. Je le calcule à l'aide de ma calculatrice. ln de 12 plus 1 sur 12, ça me donne environ 2, alors je lis 2,5, 6, 8, etc. Donc comme on me demande d'arrondir à 0,1 près, j'ai le choix entre 2,5 ou 2,6. Je vais choisir 2,6 parce qu'après le 5, il y a un 6. Je suis donc plus proche de 2,6. Ici, j'ai donc 2,6. Voilà pour les valeurs. Je vérifie toujours qu'elles sont cohérentes avec mes flèches. Est-ce que je peux partir de 1,3, diminuer les valeurs pour arriver à 1, puis réaugmenter jusqu'à 2,6? C'est cohérent. Je n'aurais pas pu trouver, par exemple, 1 ici, et une descente jusqu'à 1,3. Ça aurait été incohérent, on ne peut pas descendre de 1 à 1,3. Ici, c'est bon. Cette cohérence, ça me permet de vérifier si je n'ai pas raconté n'importe quoi juste avant. En tout cas, si jamais je trouve une incohérence, ça veut dire que je me suis trompé avant. Le fait de trouver que c'est cohérent ne me dit pas que j'ai juste pour autant, mais ça me conforte à penser que pour l'instant, je n'ai peut-être pas fait d'erreur. Dans la question 3, on nous dit qu'on a fait appel à un logiciel de calcul formel et qu'on a obtenu les résultats qui sont indiqués ici et que l'on pourra admettre. Alors, que l'on pourra admettre, ça veut dire que on ne cherchera pas à les démontrer et on peut les utiliser. Alors déjà, il faut savoir lire ce genre de fenêtre. Donc ici, vous voyez, il y a des ordres qui sont donnés au logiciel. Par exemple, au début, l'utilisateur rentre toujours ce qui est en haut. Donc il a écrit g de x de point égal x moins 1 sur x au carré. Et là, si c'est inscrit en bas à droite, c'est qu'il a validé sa saisie. Et donc que l'ordinateur a enregistré dans sa mémoire que désormais la fonction g aurait pour expression x moins 1 sur x au carré. Du coup, l'utilisateur peut reparler de la fonction g à l'ordinateur puisqu'il l'a définie précédemment. Donc il demande quelle est la dérivée de g. Le logiciel de calcul formel lui dit la réponse. Il lui dit l'expression de la dérivée de g, c'est x au carré moins 2x fois x moins 1 sur x puissance 4. Cette écriture, visiblement, peut être simplifiée puisque l'utilisateur a demandé de simplifier la dérivée de g de x. Et le logiciel a donné cette expression, qui est donc une autre expression de g de x. Donc il y en avait une ici, non simplifiée, puis il l'a simplifiée. Donc le logiciel nous dit finalement, si on veut interpréter ça, que g' de x, ça vaut moins x plus 2 sur x au cube, si jamais g de x était x moins 1 sur x au carré. Voilà. Donc si on a une fonction g dont une expression est x moins 1 sur x au carré, la dérivée sera moins x plus 2 sur x au cube. La question c'est déterminer par le calcul le plus grand intervalle sur lequel f est concave. Alors, petit rappel, f est une fonction qui a un signe, qui a des variations, qui a une convexité, elle est soit convexe, soit concave. F a une dérivée. Sa dérivée, même si elle a un lien avec elle, est une fonction à part entière. Donc c'est une fonction qui a un signe, qui a des variations, qui a une convexité. F', si on la dérive, ça nous redonne une autre fonction,
qui a un rapport avec f', bien entendu, mais qui n'est pas f'. Elle a donc son propre signe, ses variations et sa convexité. Donc, f, f' et f seconde ont un lien entre elles, puisque f' est la dérivée de f, et f seconde est la dérivée de f'. Mais, si par exemple je les représente sur un graphique, elles ne vont pas avoir la même courbe. Ce sont des fonctions à part entière qui ont un signe des variations de convexité. Il existe cependant des liens entre ces fonctions. Vous l'avez vu depuis la première. Par exemple, le signe de la dérivée me renseigne sur les variations de la fonction f. Et pour être renseigné sur la convexité de f, il faut être renseigné sur les variations de f'. Les variations de f' pouvant être elles aussi renseignées par le signe de f seconde, puisque f seconde n'est autre que la dérivée de f'. Donc les variations de f', je peux les trouver en redérivant f', et du coup en étudiant le signe de f seconde. Du coup, quel est le lien? Si f seconde est positive, la fonction f', elle, est croissante, et f est convexe. Si la dérivée seconde est négative, f' est décroissante, et f est concave. Ça marche également dans l'autre sens. Si j'ai une fonction convexe, les variations de f' sont positives, et ici, j'ai une dérivée seconde, si f est convexe, les variations de f', c'est une fonction croissante, et f seconde est positive. Si f est concave, f' est décroissante, f seconde est négative. Je vais y arriver. Donc, on me demande de trouver le plus grand intervalle sur lequel f est concave. Je veux donc trouver le plus grand intervalle sur lequel f est concave, donc sur lequel f seconde est négative. Donc, je voudrais savoir quand est-ce que f seconde est négative. Le problème, c'est que vaut f seconde. Alors, j'ai déjà calculé f'. Sur 0,5, 12, je sais déjà que f' de x, c'était x moins 1 sur x au carré. Je voudrais avoir f seconde, donc la dérivée de f'. Mais je me rends compte qu'en fait, le travail a déjà été fait, puisque dans mon logiciel de calcul formel, la fonction g qui avait été définie n'est autre que f'. Elles ont la même expression. Ce qui veut dire que quand j'ai trouvé g' de x grâce au logiciel, en réalité, j'ai donc trouvé la dérivée de g. G, comme c'est f', j'ai trouvé la dérivée de f'. Et la dérivée de f', c'est f seconde. Donc, d'après le logiciel, je vais directement utiliser le résultat. D'après le logiciel, pour tout x appartenant à 0,5, 12, f seconde de x vaut moins x plus 2 sur x au cube. Grâce à cette expression de la dérivée seconde, je vais pouvoir trouver quand est-ce qu'elle est négative et donc quand est-ce que la fonction f est concave. L'utilisation du logiciel de calcul formel avait un double intérêt. Le premier, de savoir si vous savez décrypter des ordres donnés à un logiciel. Et le deuxième était de ne pas vous faire redériver encore une fois une fonction, puisque vous en aviez déjà dérivé une précédemment. Pour étudier le signe d'une expression sur un intervalle, la méthode n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Je vais devoir m'intéresser à l'opération principale que je trouve dans f seconde. L'opération principale est une division.
Lorsque l'opération principale est une division ou une multiplication, mon idée est de partir plutôt sur un tableau de signes, dans lequel je vais trouver le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Le numérateur ici est de forme affine, ax plus b, avec a qui vaut moins 1 et b qui vaut 2. Pour trouver son signe, j'utilise la même méthode que tout à l'heure. Je vais résoudre l'inéquation, moins x plus 2, et je cherche quand est-ce que c'est positif, pour savoir où seront les signes plus dans mon tableau. Ici, je vais plutôt conserver le 2 dans le membre de gauche et rajouter x des deux côtés afin que les x se trouvent dans le membre de droite. C'est une petite technique pour essayer d'éviter au maximum les signes négatifs dans les inéquations, même si on saurait très bien faire avec des signes négatifs. Donc plutôt que d'isoler moins x dans le membre de gauche, je vais plutôt isoler x dans le membre de droite. J'obtiens donc que moins x plus 2, mon numérateur, sera positif quand les x seront en dessous de 2, seront inférieurs à 2. Je peux m'interroger sur mon dénominateur, x au cube. X au cube, c'est un nombre. Ça n'est pas comme x au carré qui est toujours positif. Lorsque la puissance est un nombre impair, le résultat peut tout à fait être négatif. Par exemple, si je prends moins 2 au cube, cela me donne moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Cela me donne donc moins fois moins fois moins, j'aurai un signe moins dans le résultat. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, cela me donne moins 8. Le résultat d'un cube peut tout à fait être négatif. Donc attention à ceux qui pensent que dès qu'il y a une puissance, le résultat est positif. Ça n'est pas le cas. C'est le cas quand la puissance est paire. 3 est un nombre impair, donc il faut que je donne un autre argument pour trouver le signe de x au cube. Mon argument va être que le nombre que je mets à l'intérieur du cube est entre 0, 5 et 12, donc est positif. Comme c'est un nombre positif que je multiplie par lui-même, puis encore par lui-même, eh bien, je garderai un résultat positif. Alors, je vais mettre tout ça dans mon tableau. J'ai donc x. Les valeurs vont de 0,5 à 12. Je vais mettre le signe de moins x plus 2. Je vais mettre le signe du dénominateur, donc de x au cube. Je vais ensuite mettre le signe du quotient entier, donc de f seconde. Et je pourrais en conclure sur la convexité de f. Le signe de moins x plus 2. Moins x plus 2, j'ai trouvé qu'il était positif lorsque x était en dessous de 2. En 2, ça me donnera moins 2 plus 2, ça me donne donc 0. Et au-dessus de 2, eh bien, lorsque x est au-dessus de 2, ça va donc me donner le contraire, puisque j'avais trouvé que moins x plus 2 serait positif quand x sera en dessous de 2, ce qui sous-entend qu'il serait négatif ici, sinon. Si je veux être tout à fait rigoureux, je peux réécrire la résolution ici avec un égal pour m'assurer que le 0 n'est atteint que pour 2. X au cube, c'est toujours positif, car x est strictement positif, puisqu'il est entre 0,5 et 12. Et donc ici, je me retrouve avec un signe, lorsqu'on est entre 0,5 et 2 pour x, eh bien le numérateur moins x plus 2 est positif, le dénominateur est positif, donc le quotient des deux est positif. Lorsque x vaut 2, moins x plus 2 vaut 0, le dénominateur est positif, 0 divisé par un nombre positif, cela me redonne 0. Et lorsque x appartient à 2, 12, moins x plus 2, le numérateur est négatif,
Il est divisé par x au cube qui lui est positif, donc négatif divisé par positif. J'obtiens donc un résultat négatif. Ma dérivée seconde est donc positive sur l'intervalle 0, 2, négative sur 2, 12. La question était quel est le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est concave. Ça correspond au plus grand intervalle sur lequel la dérivée seconde était négative. C'est donc sur l'intervalle de 12. Le plus grand intervalle sur lequel f est concave est de 12. Dans la question 4a, on me donne une fonction grand F définie sur 0,5, 12 et on me demande de vérifier que grand F est une primitive de petit f. Donc, une primitive de petit f, c'est une fonction qui, quand on la dérive, nous donne petit f. Donc, ça veut dire que grand f est une primitive de petit f si grand f' vaut petit f. Donc, pour vérifier que grand f est une primitive de petit f, je vais dériver grand f. Si je retombe sur petit f, j'aurai donc bien la réponse que grand f est une primitive de petit f sur mon intervalle. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que grand f n'est pas une primitive de petit f sur cet intervalle. Je dois donc dériver cette fonction, qui est dérivable, car c'est une soustraction entre deux fonctions dérivables. Celle-là est dérivable parce que c'est un produit de fonctions dérivables sur 0,5, 12. Donc, pour dériver une telle fonction, je dois repérer l'opération principale. C'est ma soustraction. Lorsque mon opération principale est une soustraction, je dois dériver chaque terme et ressoustraire leur dérivée. Pour dériver ce terme-là, je cherche l'opération principale, c'est une multiplication. Multiplication où j'ai la variable dans chacun des deux facteurs. Je dois donc dériver avec la formule u fois v pour cette partie-là. La dérivée de x ne devrait pas me donner trop de problèmes puisque c'est 1. Pour dériver cette partie en vert, je vais donner qui je prends comme u de x, ça va être x plus 1. Et pour v de x, ça va être ln de x. Je calcule la dérivée u', puisque j'en ai besoin dans la formule. Et donc la dérivée de x plus 1, mes parenthèses ne servent à rien. Donc là, j'ai une somme, donc je vais dériver chacun des deux termes. X se dérive en 1, 1 se dérive en 0. V', je connais mon cours et je sais que la dérivée de ln de x, une expression, c'est 1 sur x. Je vais donc pouvoir appliquer ma formule afin de dériver l'expression que j'ai soulignée en vert. Donc cela m'est utile, va me servir à dériver cette expression en vert. J'obtiens pour tout x appartenant à 0,5, 12, j'obtiens que grand f' de x égale. Ma formule pour dériver u de x fois v de x, c'est u' fois v, donc 1 fois ln de x, plus u fois v'. Alors là, je fais très attention. U a pour opération principale une somme. Donc c'est une somme. Donc je fais très attention. Je mets bien mes parenthèses, car dans ma formule, tout u est multiplié par tout v'. Donc je mets mes parenthèses pour que tout le x plus 1 soit multiplié par le 1 sur x. L'erreur serait d'oublier le début de mon exercice.
Donc je remets ma soustraction, je dérive x qui me donne 1. J'aurai un tour en rouge pour bien que vous voyez que c'est cette soustraction qui se retrouve ici. Et ça, c'est la dérivée de cette expression en vert. Je vais essayer de l'écrire un petit peu mieux, puisque moi, mon but est d'arriver à petit f de x. Petit f de x, pour rappel, je me le remets dans le coin ici, c'est ln de x plus 1 sur x. Donc, c'est censé se simplifier un petit peu, cette écriture, si grand F est bien une primitive. Une fois ln de x, ln de x. Ensuite, je vais développer, distribuer x fois 1 sur x, x sur x, plus 1 fois 1 sur x. Une fois 1 sur x, ça fait 1 sur x, moins le 1 qui traînait derrière. Ce qui me donne ln de x plus x sur x comme n'importe quel nombre sur lui-même, ça me donne 1, plus 1 sur x, moins 1. Et 1 moins 1 vont s'annuler. Il me reste ln de x plus 1 sur x. Ce qui me redonne bien petit f de x. Je peux donc en conclure que grand F est une primitive de petit f. Alors ça, c'était juste pour me le noter. Grand F est une primitive de petit f sur 0,5, 12. Dans la dernière question, on me demande la valeur exacte puis une valeur arrondie de la valeur moyenne de f sur 6, 8. Alors, petit rappel de ce que c'est que la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB, c'est la chose suivante. Alors, il y a la définition calculatoire. Je vais réexpliquer très rapidement. J'imagine que face à moi, j'ai un verre d'eau avec des bords comme ça. Et que ce verre d'eau, je le secoue et que du coup, l'eau bouge dedans et je prends une photo. On va dire que la forme que donne la surface de l'eau dans le verre, qui est celle-là, puisque j'étais en train de bouger, donc c'est tout à fait possible, eh bien, elle est décrite par ma fonction f. La valeur moyenne de f, ça reviendrait à trouver la hauteur dans mon verre. Si jamais mon verre, j'arrête de le faire bouger, j'attends que ça se stabilise, et donc je vais obtenir une valeur moyenne de ma fonction, très certainement dans les alentours de cette hauteur-là, hein, donc ce sera horizontal. Et donc en fait, la valeur moyenne de f, c'est ici. C'est là où se stabiliserait l'eau. Pour la formule, eh bien du coup, cette hauteur, on peut la trouver relativement facilement, puisqu'on sait que la quantité d'eau, alors je parle de quantité, là on va plutôt parler de surface, la surface sous ma ligne horizontale est censée être la même que sous la courbe au moment où j'ai pris la photo, puisque c'est censé être la même quantité d'eau. Donc ici, je me retrouve avec un rectangle en verre. Ce rectangle en verre a comme R Vm de f en hauteur. Ici, de A à B, il y a B moins A. B va de 0 à B, A va de 0 à A. Donc je me retrouve bien avec la différence des deux ici. Donc l'aire verte vaut B moins A fois la valeur moyenne de f que je cherche. Et il se trouve que cette aire verte, puisque la quantité d'eau n'est pas censée avoir bougé, eh bien c'est censé être la même que l'air bleu. L'air bleu sous la courbe de f. Et l'air bleu sous la courbe de f, comment est-elle notée? Elle est notée intégrale entre a et b de f de x dx.
Je veux donc que l'aire verte et l'aire bleue soient les mêmes. Donc je veux que B-A, alors l'aire verte, je vais l'écrire en vert. Je veux donc que l'aire verte, B-A fois VM de F soit égale à l'aire bleue qui est l'intégrale de A à B de F de X dx. Et donc, ça veut dire que Vm de F, ici, c'est mon intégrale. Et le résultat de l'intégrale, je vais le diviser par B-A. C'est donc 1 sur B-A, intégrale de A à B, de F de X, dx. Voilà comment retrouver la formule. Donc, pour moi, ça va être 1 sur A et B, dans mon exemple, moi, sont 6 et 8, puisque je veux la valeur moyenne de F sur 6, 8. Donc, ça me donne 8 moins 6 fois l'intégrale de 6 à 8 de F de X dx. Ce qui me donne 1 sur 2, 8 moins 6, ça me donne 2, fois, et il faut que j'intègre la fonction f. Pour intégrer la fonction f, je me rappelle que on m'a fait trouver une primitive grand F dans la question précédente qui était une primitive de petit f. Je vais donc prendre la primitive grand F entre 6 et 8. J'efface mes formules ici qui ne me servent plus à rien. Et je me retrouve avec 1 demi fois, je remplace dans grand F par 8, donc grand F de 8 moins grand F de 6. Je vais retourner voir dans la question précédente comment s'exprimer grand F. Ça me donne 1 demi de grand F, c'était x plus 1, donc moi ça va me donner 8 plus 1 fois ln de 8 moins 8, moins grand F de 6, donc grand F de 6 ça va être 6 plus 1 fois ln de 6. J'efface mon graphique ici qui ne me sert plus à rien non plus. Fois ln de 6 moins 6, puisque je vous rappelle que grand F de x, l'expression, c'était x plus 1 ln de x moins x. Donc j'ai remplacé par 8, ça m'a donné ça, moins j'ai remplacé par 6, ça m'a donné ça. Voilà. Et donc maintenant je dois finir mon calcul. Cela me donne 1 demi de 9 ln de 8 moins 8 moins ici, donc 7 ln de 6, 7 ln de 6, et moins 6 plus 6. Ce qui me donne 1 demi de 9 ln de 8, moins 8 plus 6, ça me donne moins 2, moins 7 ln de 6. Alors, je pourrais chercher à simplifier encore cette écriture. C'est pas trop dans mon intérêt. Je pourrais essayer d'écrire le ln de 8 en fonction de ln de 2, etc. Mon but n'est pas de vous compliquer la tâche ici. Donc là, on a une valeur exacte. Et si je veux une valeur approchée, je le tape à la calculatrice
Cela me donne, je fais bien attention à toutes mes parenthèses, ln de 8, moins 2, moins 7, ln de 6. Et cela semble me donner 2, alors on me demandait d'arrondir au centième. Donc ce que j'ai lu sur ma calculatrice, c'est 2,086. Donc pour arrondir au centième, je vais arrondir à 0,9. Donc c'est environ égal à 2,09. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, non, vous ne voyez pas. Voilà. Donc ça, c'est la valeur moyenne de ma fonction. Alors, si je réobserve mon graphique, eh bien, sur mon graphique, il faut que je vérifie que c'est bien cohérent, ma valeur moyenne. Je regarde mon verre d'eau. Mon verre d'eau était ici, c'est ce que j'avais assuré tout à l'heure. Il semblerait bien que si je le laisse se stabiliser, je sois un tout petit peu au-dessus de 2, donc 2,09 me paraît tout à fait cohérent. Voilà pour cet exercice.